Roulant électrique, c'est une campagne de promotion et d'éducation aux véhicules électriques qui est parrainée, si on veut, par Équiterre. Donc, Équiterre mandate des partenaires régionaux comme les CRE pour assurer un rôle régional. Puis, c'est une campagne qui est financée par Transition énergétique Québec. Puis, il y a aussi plusieurs autres acteurs et partenaires qui participent à cette campagne-là. Pour nous, le CRE Montérégie, je pense que la plupart de vous, vous nous connaissez. Donc, on est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1989. On est vraiment un organisme de concertation qui travaille à soutenir le développement durable et favoriser la protection de l'environnement. On travaille vraiment en pleine thématique, donc la gestion des matières résiduelles. On s'occupe aussi beaucoup de plans de gestion, les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, on travaille aussi beaucoup en milieu naturel. Puis, comme aujourd'hui, on va parler d'aménagement du territoire et de changement climatique. Donc, pourquoi aujourd'hui le webinaire sur les véhicules électriques? En fait, on le sent depuis plusieurs années, là, c'est quand même dans l'air. Le gouvernement, surtout en novembre dernier, qui a sorti le plan pour une économie verte, a vraiment tout un pan qui est très électrification des transports. Donc, on va parler, vous en avez sûrement entendu parler, dès 2035, l'interdiction de vendre des voitures à essence neuves. Donc, on va vraiment plus aller vers de l'électrique et hybride. Puis, quand on parle d'électrique et hybride, on parle vraiment des véhicules qui peuvent se recharger. Donc, voilà, qu'on peut brancher, comme on voit sur la photo. Puis, il y a aussi un grand pan qui est accroître l'utilisation d'énergie renouvelable et l'électrification de tout ce qui est transport de la marchandise. Donc, aussi pour les entreprises, pour les industries, il va y avoir un accompagnement du gouvernement, mais aussi une grande demande de ce côté-là. Donc, pour l'instant, on voit au Québec que pour le véhicule personnel, ça avance quand même bien. On voit qu'il y a environ 85 000 véhicules en novembre dernier de véhicules électriques sur les routes au Québec. Puis, pour donner un peu notre couleur montérégienne, là, c'est en Montérégie qu'il y a le plus de ces véhicules-là. On a 27 des véhicules en Montérégie. Par contre, ça représente encore vraiment une portion minime de notre parc automobile. Puis, pourquoi on a fait aussi ce webinaire-là, c'est qu'on sent, pourquoi c'est pour les institutions, les entreprises, le côté véhicule personnel, c'est quand même en démarchage encore, mais on sent que du niveau des entreprises, des institutions, il y a encore, c'est encore très peu qui font le saut dans l'électrification, si on veut. C'est sûr que ça demande aussi un grand investissement, ça demande de nouvelles démarches. Mais on sent qu'il y a beaucoup de questionnements. C'est pourquoi on a invité aujourd'hui 2 intervenants à vous partager les expériences, puis peut-être aussi l'apprentissage qu'ils ont fait à travers ces démarches-là, puis qui vont pouvoir nous en parler davantage. Donc, je vous les présente. On a Martin Nanfous, qui est maire de la ville de Varennes, qui, depuis déjà quelques années, là, presque 15 ans, on fait le saut dans l'électrification avec des tests et de plus en plus de véhicules électrifiés. Donc, ils vont pouvoir nous parler un peu de la démarche puis de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Puis, on a Margot Schleich. Je le prononce à l'allemand. J'espère que c'est correct. Puis, donc, qui est de Maillon Vert. Maillon Vert, qui est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises ou institutions même à travers le développement durable et aussi à l'électrification des flottes. Donc, sans tarder, je vais vous présenter, je vais laisser la parole en fait à M. Danfous. Voilà. Dans un premier temps, merci à la CRE Montérégie pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de vous parler de ce qu'on a fait à Varennes. Juste pour le bénéfice de tous, Varennes, c'est une population de 21 000 citoyens. On est dans l'est de la Montérégie, entre Boucherville et Verchères, et on longe le fleuve. Pour le bénéfice de tous, je suis maire de la ville de Varennes depuis l'élection de 2009. Et pourquoi je veux en parler? C'est parce que dans ma première diapositive, et là, j'essaie de voir, et voilà. Bon. Donc, 2009,
Élection du Parti durable, qui est mon parti. Et pourquoi je tenais à en parler, c'est parce que non seulement on a été élu de façon unanime, mais le pouvoir politique, quand on prend des décisions comme celle-là, est très important pour les municipalités parce que si on se retrouve avec un conseil qui est divisé ou un conseil à 5 contre 4, quand on veut prendre des choix environnementaux ou des choix écologiques comme une transition vers l'électrification des transports, c'est jamais facile. Il y a toujours des critiques et quand on n'est pas solidaire, un conseil, il devient très difficile d'implanter de nouvelles infrastructures comme celle-là. Parce qu'il faut se rappeler, il y a 12 ans, lorsqu'on a débuté cette transition-là, l'électrification des transports et des véhicules, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ma batterie va durer assez longtemps? Est-ce que je vais pouvoir revenir pour me charger? Donc, on avait encore beaucoup d'hésitations qu'on ressent aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins. La preuve, c'est que la Montérégie, on a beaucoup de véhicules. Mais votre introduction est intéressante parce que vous faisiez référence aux flottes des entreprises qui sont peut-être un peu moins enclins à aller de l'avant. Et selon moi, la raison est fort simple, c'est les distances que doivent parcourir les employés ou les dirigeants ou le transport de marchandises de certaines entreprises. On se rend compte que la batterie s'améliore énormément et ça fait en sorte que de plus en plus de gens dans les autobus, on a entendu parler d'Amazon qui prennent les camions de livraison, donc ça s'améliore. Par contre, à mon avis, il n'y a aucune raison pourquoi une municipalité ne ferait pas cette transition-là dès maintenant, sinon de ne pas l'avoir amorcée il y a longtemps. Et la raison est simple. À l'inverse des entreprises, une municipalité, que ce soit nos services d'urbanisme, de loisirs, de travaux publics, on part d'un lieu, on reste dans notre ville, on revient au même lieu. Donc, la distance que nous parcourons le matin, l'après-midi, entre les pauses, entre le dîner, dans une journée, est 99% du temps moins de 100 km. Donc, avec les batteries et les performances des voitures d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour ne pas faire cette transition-là. Donc, vous avez compris que dès rapidement, en 2009, à notre arrivée, on fait la première acquisition d'un véhicule hybride. Dès 2010, on acquiert le premier véhicule que vous voyez au centre de la photo, le petit camion Nemo. C'est un véhicule québécois, 100% électrique. Ce qui est extraordinaire dans l'acquisition de ce véhicule-là, c'est que très souvent, ce véhicule-là peut circuler dans nos pistes cyclables. Donc, avoir accès au parc très facilement. On sait très bien que nos cols bleus vont nous dire « Ah, mais on aime mieux peut-être le gros F-150 ou le F-250 pour l'entretien, vider les poubelles, des choses comme ça. » Mais honnêtement, ce n'est pas très, très écologique d'envoyer toujours un seul employé dans un gros véhicule énergivore comme ceux-là. Donc, le petit camion Nemo que vous voyez là est encore aujourd'hui très utile 12 ans plus tard. En 2011, premier véhicule 100% électrique, la Mitsubishi Miev. Depuis 2013, nous avons installé de nombreuses bornes de recharge parce que si on s'électrifie en véhicule, il faut recharger bien sûr ces véhicules-là. On a jusqu'à présent installé 14 bornes électriques. Ils sont tous gratuites. C'est un choix politique que nous avons fait parce qu'il existe des bornes avec une carte de crédit, mais on s'est toujours dit que si on veut inspirer un changement, il faut donner l'exemple, il faut inviter les gens à venir se brancher, puis en même temps payer pour une charge pleine quand on est, par exemple, à la bibliothèque seulement 15 minutes, ça ne vaut probablement pas la peine de payer. Donc, on a fait le choix de rendre l'ensemble de nos bornes sur notre territoire absolument gratuites. Dès 2017, nous avons offert des subventions à la population, donc tous les gens que ce soit pour les bornes de recharge, que ce soit pour l'installation de panneaux solaires. Donc, il y a une série d'actions environnementales qu'on a mis de l'avant que nous subventionnons, toujours dans l'esprit de donner l'exemple. Dès 2019, on est embarqué dans un programme extraordinaire avec 11 autres municipalités. C'est le programme Sauver. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fait l'achat d'un véhicule électrique
mais qu'on transforme en autopartage. Vous voyez cette photo-là en bas à gauche. En fait, comme vous le savez, dans 90% des cas, nos véhicules à la ville sont utilisés en semaine. Très souvent, le soir, la fin de semaine, ces véhicules-là se retrouvent stationnés dans nos lieux publics, à l'hôtel de ville, aux ateliers municipaux. Ils ne servent pas. Donc, pourquoi ne pas réussir à rendre accessible ce véhicule électrique-là à nos organismes, que ce soit la FADOC, le Bel Âge, Action bénévole, qui ont des gens à aller déplacer pour des prises de sang, des éléments comme ça. Puis au fond, au lieu qu'eux autres prennent leur propre véhicule, qui est souvent à essence, donc on rend accessible un véhicule tout électrique. Je vous dirais une autre des raisons pourquoi on a sauté à pieds joints dans ce projet-là, c'est qu'on se rend compte qu'un véhicule, comme par exemple le véhicule de l'urbanisme, on regarde son utilisation, le premier Mièvre qu'on a acheté, son utilisation après 4 ans de location, c'est une première location qu'on avait faite. Le kilométrage qu'on a fait est tellement bas qu'il était ridicule de ne pas faire en sorte de permettre à nos organismes et notre population d'utiliser un véhicule électrique de soir et de fin de semaine. Dans un premier temps, le programme Sauver, dans notre cas à Varennes, on rend ce véhicule accessible à nos organismes, mais dans un deuxième temps, l'objectif qu'on aura, sur réservation, de permettre à la population d'essayer les véhicules électriques. Puis je vous dirais, très souvent, quand on essaie un véhicule électrique, on adore l'expérience et très souvent, on est tenté d'acheter. Puis c'est pour ça qu'en Montérégie, il y a une progression importante. On n'est pas encore assez nombreux à mon goût, mais je suis un bel exemple. J'ai fait le choix, puis je suis très content d'avoir, sans vouloir faire de publicité pour Kia, mais Maniro me rend de grands services. En 2019 aussi, c'est la deuxième photo, on a fait l'acquisition. C'est fascinant parce que c'est lors d'un congrès en France où on a vu ces trottinettes-là, puis croyez-le ou non, le GB est produit ici au Québec, puis on l'a su en France, c'est fait à Sherbrooke. Donc, on a fait le choix de faire l'acquisition de 10 trottinettes parce que très souvent, l'été, nos inspecteurs canins, inspecteurs de bâtiments, au lieu de prendre un véhicule à chaque fois, bien, ça devient très facile et on envoie un beau message à la population parce que dans bien des cas, ces inspecteurs-là doivent se promener dans les parcs, dans des lieux publics. Donc, la trottinette électrique, qui peut aller jusqu'à 50 km/h, et a une autonomie de 80 km. Donc, ça fait en sorte que le message à la population est surprenant, agréable et très efficace parce que ce petit véhicule-là peut aller absolument n'importe où. Puis on le voit, là, il y a un petit panier à l'avant pour un porte-document. En 2020, ça, c'est le gros projet. Honnêtement, c'est la dernière photo que nous avons parce que la résistance des employés, on la ressent souvent aux travaux publics. Les travaux publics, nos employés veulent des véhicules qui sont forts, qui sont puissants, avec des gros moteurs. Puis malheureusement, trop souvent, l'hiver, ces véhicules-là, certains les laissent fonctionner pour une question de chauffage, pour une question de tableau de bord, bon, peu importe les raisons. On comprend tous que ce n'est assurément pas environnemental. On reçoit toujours des plaintes de citoyens, mais là, on a vu un véhicule de la ville qui, en plein hiver, reste ouvert, donc ce n'est pas environnemental. Donc, on a un projet pilote avec la Fédération canadienne des municipalités où l'entreprise Ecotune, donc je vous invite à aller voir sur Internet qui est cette entreprise-là, ce qu'ils font. Merci mon Dieu, Ecotune est basé à Varennes, c'est une belle coïncidence pour nous, mais ils prennent les véhicules de type F-150, F-250, F-350, F-450 et les transforment en véhicules 100% électriques. Donc, ils retirent le moteur à essence, ils intègrent le nouveau moteur électrique avec une énorme puissance et une autonomie moyenne de 215 km. Je le répète, 215 km, nos véhicules villes, dans une journée, ne font jamais cette distance-là.
ils ont toujours des distances très courtes pour aller dans un site, faire des travaux, revenir pour le dîner, retourner. Et quand ils reviennent pour le dîner, bien, ils peuvent tout simplement se charger. L'heure où ils sont là, ou 45 minutes, on va aller chercher une addition de kilomètres. Ça n'a jamais été un problème de ne pas avoir assez de kilométrage au compteur parce qu'on est électrique. Et lorsque les véhicules reviennent en soirée, en fin de journée, ils sont rebranchés dans leurs bornes qui sont dédiées et ce n'est pas un enjeu. On va vous le répéter, s'il y a des gens qui sont des municipalités, qui sont à l'écoute, directeurs généraux, administrateurs ou même élus, quand on va vous dire « Ah, mais là, j'ai besoin d'aller à telle place », honnêtement, si un service a besoin de faire une livraison ou aller chercher un produit à une très longue distance, bon, mais écoutez, cette fois-là, il prendra un véhicule à gaz puis ça va fonctionner. Mais et je le répète, 99 % de nos déplacements municipaux, le véhicule électrique et son autonomie peut faire le travail. Donc, vous aurez compris qu'on est toujours en progression constante de l'électrification de notre flotte de transport. En fait, à chacun des achats de véhicules, le directeur qui le propose au conseil dans le cadre budgétaire doit nous faire la démonstration des options. Véhicules électriques, hybrides, ou dans certains cas, il n'y a pas d'option. Je vous donne l'exemple d'une pelle mécanique, d'une pépine. Ce n'est pas encore disponible. Mais je vous dirais, ce n'est que partie remise parce que je suis convaincu qu'on aura ça bientôt. Donc, notre argumentaire, vous aurez compris que la réduction des GES, c'est la motivation première, qui est en lien direct avec notre empreinte environnementale. La réduction des coûts d'utilisation à long terme, très souvent, sinon dans la grande majorité des cas au niveau des municipalités, ce n'est pas assez considéré. C'est la même chose que l'énergie des bâtiments. On est content d'avoir le premier bâtiment public avec notre bibliothèque Net Zéro, qui a des panneaux solaires, géothermie, tout ça, parce que c'est une réduction de consommation annuelle de 100 000 $ de coût en énergie. Et quand on achète un véhicule à essence comme un F-150, on se retrouve avec une facture d'essence qui est importante. Mais très souvent, les élus, et j'en faisais partie, regardent seulement le coût d'acquisition et non le coût d'entretien et le coût pour faire rouler ces véhicules-là. Et le dernier point qui est non négligeable, c'est de montrer l'exemple. On répète et on martèle cet élément-là au Conseil à Varennes. On ne peut jamais être crédible en demandant à nos populations de réduire leur consommation d'énergie, de réduire leur consommation d'eau, de faire attention à leur environnement et au GES si, en premier lieu, on ne donne pas l'exemple. Donc, les étapes, ça a été simple, valider les besoins. Encore une fois, aux élus présents, ne vous laissez pas influencer par des gens qui vont vous dire « Ah, le véhicule électrique ne sera pas capable de faire le travail ». Regardez l'inspecteur, chez nous, on a un inspecteur à l'urbanisme qui se promène dans la ville. Honnêtement, ce n'est pas vrai qu'il a besoin d'un F-150 pour faire les inspections. Il a besoin d'un véhicule pour se rendre au point A et revenir au point B. Valider les technologies existantes, ce qu'on a fait, parce qu'au début, imaginons-nous, il y a 12 ans, il y avait toujours le syndrome « Ah, le véhicule électrique, la batterie va mourir après 1 an », puis on a toujours ce syndrome-là. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Les véhicules sont extrêmement performants. Tester, de ne pas avoir peur d'initier les nouvelles technologies, puis les bons et les moins coûts, les bons coûts et les moins bons coûts. Il est clair qu'il y a certains véhicules qui sont peut-être moins adaptés à certaines fonctions, qu'ils ont besoin d'une cinquième portière à l'arrière, au lieu d'avoir une simple valise, d'avoir un hatchback, j'oublie le terme français, mais honnêtement, parce qu'on a besoin de plus de matériel, mais c'est des éléments qui sont obligatoirement à considérer. Vous le savez, il y a des subventions gouvernementales, Québec, Canada, qui sont aussi accessibles pour les villes, que ce soit pour les véhicules hybrides ou même les bornes. Il y a la Fédération canadienne des municipalités. Si je peux me permettre, j'ai eu le privilège de siéger comme représentant du Québec pendant 7 ans au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne. Et à chaque fois, on réalise que malheureusement, le Québec est la province qui demande le moins de subventions à notre association canadienne. Et pourtant, l'argent, elle est là. Et on a fait la demande pour la transformation de nos 4 véhicules de type F-150. Puis c'est une subvention de 50 %, donc de 223 000 $ qu'on a reçu.
Trouver des partenaires qui sont prêts à tester les technologies, projets pilotes. Dans ce contexte-là, je vous dirais que d'entrée de jeu, j'ai juste oublié de vous mentionner qu'on a été quand même très influencé par notre situation géographique sur notre territoire. On a le privilège d'avoir l'IREC. L'IREC est le centre de recherche d'Hydro-Québec. Et c'est l'endroit où tous les plus grands chercheurs pour l'électrification et les batteries, la meilleure façon d'emmagasiner à long terme et de façon plus importante l'ensemble des batteries en minimisant le poids. Donc, les grands chercheurs sont là. Donc, il est clair que quand on a le privilège d'avoir des visites par des grands chercheurs et des explications, on comprend que l'avenir de la batterie, l'avenir de l'électrification, puis je dis en conclusion, je ne sais pas pourquoi, et c'est un peu triste, là, mais pourquoi le Québec n'est pas le leader mondial dans l'électrification des transports, parce qu'avec de l'hydroélectricité, on aurait dû être bien en avant plein d'autres pays. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, que ce soit pour les taxis, que ce soit pour les autobus, que ce soit pour les camions de transport. On entend parler, je pense qu'il y a une entreprise de Saint-Jérôme, Lyon, avec les autobus. Donc, c'est parfait, il faut continuer et ça nous amènera à un environnement assurément plus vert. Donc, acheter les premiers véhicules et la technologie est-elle au point? On en a parlé tantôt. Il y a une résistance, mais il faut assurément pas avoir peur de passer par-dessus ça. Est-ce que la technologie existante répond aux besoins de la flotte? Bien, il est clair qu'un petit camion Nemo, quand on a besoin de transporter des charges comme ce que peut faire un F250, la réponse est non, mais on est capable d'adapter les véhicules aux emplois pour être capable de faire les distances nécessaires. Les inspections, voyages de courte durée, courte distance, j'en ai parlé tantôt. Questionnement pour les usages aux travaux publics, les urgences, les performances, les charges, les puissances. Donc, c'est des questions qui reviennent souvent. Il faut savoir adapter le véhicule aux besoins du travailleur. L'entretien des véhicules, pour ceux qui ont un véhicule électrique, il n'y a plus de changement d'huile. Oui, il y a les pneus, oui, il y a les plaquettes de frein, mais très souvent, dans la grande majorité des cas, l'entretien du véhicule électrique est beaucoup plus simple et donc moins coûteux. Changement de mentalité, changement d'habitude. Je reviens souvent sur les travaux publics. Très souvent, ils aiment les gros véhicules, grosse puissance, très énergivores, très polluants. Donc, il faut amener progressivement ce changement-là. Déployer le réseau de bornes de recharge, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir des véhicules électriques sans être capable de les charger. On comprend tous l'importance. L'autopartage du F-150, c'est notre prochaine étape parce que le véhicule, pour transporter des gens, ça va, mais il y a des organismes à Varennes, comme dans toutes les villes du Québec, qui ont besoin de véhicules qui peuvent transporter du matériel en plus grande quantité, dont le poids est important. Donc, le projet avec Sauvé, la transformation de véhicules F-150, F-250 et plus en tout électrique, on a comme objectif d'en permettre un en autopartage. Et bien sûr, on poursuit l'acquisition de véhicules tout électriques. Aujourd'hui, on est rendu à 14 véhicules tout électriques, incluant les 4 qui seront transformés, puis installation de la première borne rapide. Équipement lourd, électrique ou hybride, j'en ai parlé tantôt rapidement, pelle mécanique, camion à ordures, je vous dirais, ça s'en vient. Dans combien de temps à suivre? Mais j'ai vraiment le sentiment que ça progresse rapidement. Puis en introduction, on vous l'a dit, le gouvernement a dit qu'en 2035, on ne souhaiterait plus avoir l'utilisation et la vente de véhicules à essence. Électrifier les outils, tondeuses, outils, travaux publics, les coupes-bordures, tous ces éléments-là, souffleurs, mais ce sont des éléments qui s'électrifient aujourd'hui très facilement. Le partage des équipements avec les citoyens, il est très facile de l'imaginer, c'est de s'organiser. Jumelé avec d'autres technologies vertes comme les panneaux solaires, notre bibliothèque avec 560 panneaux solaires sur le toit nous permet d'envoyer l'énergie à notre borne de recharge. Et là-dessus, j'espère avoir respecté mon temps. Et la réponse est oui. Donc, j'ai hâte d'avoir vos questions. Merci à tous. Parfait. Je vois en fait qu'on n'a pas encore de questions. Je pense que c'était très complet.
Je vois ici qu'on a peut-être une question. Donc, pour le partage de véhicules, devons-nous prendre une entente particulière avec notre assureur? Est-ce que vous avez cet élément technique? La réponse est oui, mais est-ce qu'en fait, il faut préciser à quoi servira le véhicule, comme dans tous les cas, autant résidentiel, personnel que pour la ville. Et dans ce cas-là, il est important de le préciser. Est-ce que ça amène des coûts additionnels? Je serais très surpris, mais reste que chaque chauffeur aussi a sa propre assurance véhicule, et très souvent, ça peut être l'assureur du conducteur qui va assumer les frais parce qu'il devient un peu responsable, mais c'est mineur comme impact. Vous pourrez vérifier avec la Ville de Varennes, on vous donnera ces informations-là. Parfait. Oui, justement, si vous avez des questions après que vous voulez rediriger vers des panélistes, vous pouvez aussi nous les envoyer. On va faire le suivi. Une autre question, Monsieur Danfous. Comment gérez-vous le fait que vous retirez un bon moteur d'un F-150 pour le transformer en électrique? En passant, je partage votre avis sur la Niro. En fait, il faut savoir que les véhicules F-150 ne sont pas des véhicules neufs parce que dans ce contexte-là, il est un peu, je vais le dire gentiment, le nono d'acheter un véhicule neuf qui est assez coûteux et de lui enlever son moteur neuf. Donc, on prend des véhicules qui ont en moyenne à peu près 2 ans, 3 ans d'usure, pas trop de kilométrage, en bonne condition, où là, l'entreprise Ecotoon, et ça fait partie de l'entente avec Ecotoon, où lorsqu'il retire le moteur qui a un 2-3 ans d'usure, ça fait partie de l'entente que lui le revend pour faire en sorte que la transformation soit moins coûteuse. Ce n'est pas la ville qui est responsable du moteur puis envoyer ça sur les réseaux pour réussir à le vendre. Ça fait partie de l'entente avec Ecotoon. Parfait. Je prendrai une autre question. Donc, on dit, si j'ai bien compris, le prêt des autos de la ville se fait pour les organismes, c'est exact, pas encore pour les citoyens. Je crois que c'était dans les plans de la ville. Puis avez-vous déjà pensé à un système de prêt que vous allez mettre en place pour gérer ces réservations? Puis là, je vois qu'on a une réponse qui s'est déjà affichée, mais c'est avec le programme Sauver. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots sur la plateforme du programme Sauver ou comment ça a été installé. Bien, encore une fois, c'est en collaboration avec la ville de Plessisville a été l'initiateur du programme Sauver. Donc, on a adhéré avec eux très rapidement parce qu'on y croyait. Donc, c'est une plateforme qui a été créée avec le financement de la Fédération canadienne des municipalités. Et dans le logiciel et dans le programme, il y a justement tout le système de réservation. Donc, c'est sûr que, encore une fois, parce que ce n'est pas un modèle classique, il y a une résistance naturelle qui s'installe. Il faut aller au-delà. Donc, c'est pour ça qu'avant de le rendre accessible à toute la population et de gérer des problèmes et des insatisfactions de réservation, on a voulu commencer avec les organismes. Ça nous apparaissait beaucoup plus simple. Puis, ce n'est pas tous les organismes qui en ont besoin. On les connaît, ceux qui sont ciblés. Et après 1 an, on se rend compte que c'est simple. C'est sûr que de rendre accessible ça à la population, bon, ben, oui, ça prend une plateforme de réservation, mais je le répète, le soir, les fins de semaine surtout, ces véhicules-là ne servent pas. Donc, pourquoi une jeune famille qui veut vivre l'expérience d'un véhicule électrique ne le prendrait pas le vendredi, le ramène le dimanche soir, il y a un endroit défini à la ville, il le rebranche en partant, c'est tout. Merci, bonsoir. Donc, il ne faut pas voir ça plus compliqué que c'est en réalité. Oui, je pense à plusieurs familles en Montérégie qui, tu sais, pour les fins de semaine, les tournois de hockey, les tournois de danse, on a besoin de 2 véhicules. Donc, au lieu d'en avoir 2, on peut toujours en louer un à la ville puis faire ces activités-là. Le programme Sauver, il y a aussi quelques autres municipalités en Montérégie qui l'ont. Donc, ça aussi, peut-être, si c'est une demande d'en connaître plus, là, vous pouvez nous approcher, puis on peut en discuter un peu plus. Je prendrai la dernière question, en fait, avant de passer la parole à Maillon Vert. Puis, c'est comment avez-vous défini la gouvernance interservice pour la transformation? Donc, je pense tantôt qu'on a parlé là, qu'un directeur de service, il démontre un peu c'est quoi les autres modèles de véhicules. Est-ce que c'est vraiment par service ou il y a vraiment un échange entre
les différents services de la municipalité sur ces véhicules-là? C'est une bonne question. Je vous dirais qu'il y a deux services, puis je suis à peu près certain que c'est partout dans les villes, qui sont les plus gros utilisateurs des véhicules électriques. Le premier, c'est l'urbanisme. Ils sont très intéressés, ils sont plus à l'affût des initiatives environnementales que n'importe qui d'autre, puis c'est normal, parce qu'il y a des inspecteurs, il y a de l'inspection qui se fait, donc c'est très facilitant. Et chez nous, il y a tout le département des loisirs, donc il y a des déplacements rapides à l'intérieur des parcs, tout ça. Donc, on a commencé par identifier le premier véhicule qui était adressé directement à l'urbanisme. Ça a été le cas très longtemps. Et il y a des fois, quand il y a un besoin qui est plus grand d'un service, admettons, il y a une grosse fête importante qui s'organise par nos loisirs, ils ont besoin du troisième véhicule qui est dédié normalement à un autre service. Honnêtement, il n'y a pas de chicane dans ce contexte-là. Mais initialement, les véhicules sont dédiés à chaque service parce le choix représente les besoins spécifiques de chaque service. Mais quand il y a besoin, bien, les clés sont à la réception puis ils vont le prendre. Puis je pense que ça peut être aussi, surtout en Montérégie, on a vraiment plein de formats ou de grandeur de ville. Donc, je pense que ça peut être aussi très dépendamment de la municipalité qui va avoir des véhicules électriques. Donc, ben, merci beaucoup, M. Danfous. Si vous voulez rester avec nous pour peut-être une autre période de questions à la fin. Donc, je vous invite, si vous avez des questions qui vous prennent soudainement, vous pouvez toujours nous les écrire, puis on va les adresser à la fin. Pour l'instant, on va continuer avec Margot Schleich. Donc, je te laisse un peu présenter Maillon Vert et vos initiatives en électrification des véhicules. Merci Laure, merci Judith. Puis en passant, Monsieur Danfous, super inspirant votre présentation. J'ai beaucoup apprécié entendre tout le contenu là, de tout ce que vous avez mis en place à la municipalité. J'ai pris une couple de notes, là, ça m'a donné plusieurs idées. Fait que, bien contente d'être avec vous ce matin. Mon nom, c'est Margot. Moi, je suis consultante en développement durable chez Maillon Vert. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, oui, super. Alors, Maillon Vert, on est une petite équipe, comme vous pouvez voir. On est une boîte de consultation en développement durable. Certainement que vous n'avez pas entendu parler de nous à l'heure d'aujourd'hui, ce qui serait normal. Nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, avec les organisations. On travaille avec des associations aussi. Maillon Vert, on existe depuis 2012. Et le tout début de notre histoire de Maillon Vert, c'est Marc-André Mayotte qui a parti cette entreprise. C'est Marc-André Mayotte qui est pharmacien à la base, qui a fait son laboratoire en pharmacie. Et au tout début de l'existence de Maillon Vert, on a accompagné des pharmacies dans un programme qui s'appelle Pharmacie Écoplus Responsable. Peut-être que vous avez remarqué qu'une de vos pharmacies est d'ailleurs éco-responsable puis a mis en place des initiatives en termes de développement durable. Nous, notre équipe, on s'est vraiment spécialisé dans l'accompagnement en termes de développement durable. Notre rôle, c'est de partager des stratégies et des outils pratiques pour que tout le monde puisse créer des effets positifs finalement. On a une expertise qui est vraiment sur 3 pôles au niveau du développement durable. On travaille autour de la stratégie en développement durable. Donc, on réfléchit, on a un focus à faire, on a une démarche qui est très rigoureuse, où on va proposer des solutions qui vont être à la fois terrain et innovantes. Donc, on réfléchit à la stratégie, mais on met en place aussi tout l'accompagnement, la gestion du changement. On va travailler sur les résistances aussi, comme M. Danfous l'a dit, il y en existe encore aujourd'hui dans certains projets en environnement. Pour ça, on va le faire très près avec les équipes, avec les outils qu'on va générer, avec des formations qu'on va donner. Et on a un autre pôle qui est axé sur toute la communication, donc la mise en place de stratégies, puis la reddition de comptes, le faire valoir un petit peu ses bons coups, puis les choses positives qu'on est capable de générer en tant qu'éco-entreprise. Puis je vous montre ça ici rapidement, cette petite carte-là du Québec, mais simplement pour vous dire que nous, on accompagne des pharmacies, des entreprises, des cliniques médicales depuis peu, des vétérinaires, des restaurants, puis toutes sortes d'autres organisations. On ne peut pas tous les mettre sur nos cartes en plus, mais on a accompagné plus d'une centaine d'entreprises éco-responsables au travers d'initiatives en termes de développement durable. Et une des initiatives phares qu'on fait avec les entreprises qui décident de travailler avec nous, c'est notamment la conversion à la livraison électrique.
On ne fait pas juste ça. Dans le cadre du programme Pharmacie éco-responsable, pour vous donner une idée, on a à peu près une quinzaine d'actions qu'on est capable de travailler avec des entreprises. La conversion électrique, c'est une de ces 15 actions. Mais en pharmacie, on a un terrain assez fertile. Je vais beaucoup vous parler des pharmacies. Je vais essayer de mettre aussi de l'avant d'autres expériences avec d'autres milieux. Notre expertise, elle a été vraiment au service des entreprises depuis, je vous dirais, 2014-2015. Ça a été les premières conversions électriques. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ce volet-là. Donc, on s'est toutes doté d'une expertise à l'interne pour être capable d'accompagner plusieurs milieux. En 2018, par exemple, on a eu un projet avec le Conseil régional de l'environnement de Laval, qui n'est pas celui de la Montérégie, mais qui est un autre conseil régional de l'environnement qui a décidé il y a 2 ans de faire une place à la livraison électrique dans le cadre d'un projet qui s'appelle Transport 360, où notamment avec la ville de Laval et le conseil régional de l'environnement, on fait la promotion puis ont permis de générer une cohorte d'entreprises. Donc, toutes les entreprises qui souhaitaient dans un premier temps, peut-être évaluer s'ils étaient éligibles à la conversion électrique ou participer à un projet de conversion, ont pu s'inscrire à ce projet. Maillon Vert a donné les évaluations à ce moment-là, puis a aidé les entreprises qui ont souhaité prendre part au changement. On a notamment eu un gros projet au travers du projet Transport 360 qui a fait des petits depuis, puis on est encore en cours d'accompagnement, mais avec le centre de services scolaires de Laval, où ça a été tout un défi. Eux autres ont une volonté très, très forte de faire de la conversion à l'électrique. On a travaillé notamment avec le centre de ressources matérielles, donc tous les mini-fourgons, les petits camions légers qui s'occupent de l'entretien des bâtiments puis des écoles. C'est sûr, c'est des projets qui sont un petit peu plus d'envergure au niveau de la conversion électrique. Monsieur Danfous doit citer plusieurs enjeux qu'on pouvait avoir. Un qui a été le cas dans le cadre du centre de services scolaires de Laval, c'est que malgré les volontés gouvernementales de faire cesser la vente de véhicules à essence et d'encourager le plus possible par des biais financiers ou par des changements un petit peu plus au niveau de la réglementation, au niveau des véhicules, d'encourager l'acquisition de véhicules électriques. Il y a quand même certains types de véhicules qui ne sont encore pas disponibles sur les marchés à l'heure actuelle. On est en évaluation, justement, le fameux Ford F-150, là, de voir si c'est un véhicule qui, avec une coque, un abri à l'arrière pour pouvoir créer un espace de rangement, ne pourrait pas venir en remplacement justement de certaines fourgonnettes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas prêt au niveau du marché à passer vers la conversion électrique que le Centre des services scolaires de Laval n'a pas souhaité, par contre, faire part du changement. Eux autres, ils ont vraiment pris conscience avec le projet qu'ils avaient des ramifications sur tout le territoire de Laval et ont décidé l'année passée pour chaque nouvelle construction, pour chaque rénovation majeure, d'installer des bornes de recharge publiques dans les écoles pour permettre aux parents, aux enseignants, donc à la fois les employés, mais aussi les résidents proches, d'avoir accès à des bornes de recharge pour justement faire part du changement, puis encourager l'adoption de nouveaux comportements, puis essayer de faire leur part à leur échelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté puis qui se va sonner. C'est assez précurseur au niveau des centres de services scolaires, mais on continue d'évaluer pour eux la possibilité de faire de la conversion électrique puis de changer certains types de véhicules. On va notamment travailler sur l'optimisation des routes et des déplacements pour permettre, par exemple, de rendre possible certaines conversions qui ne le seraient pas à l'heure actuelle pour des raisons techniques, mais il y a comme des évaluations puis des travaux qui sont possibles d'être faits à ce moment-là. On a travaillé aussi beaucoup au service des pharmacies. Comme je vous disais, depuis 2015, on a accompagné plus d'une quarantaine de pharmacies dans l'acquisition de véhicules hybrides branchables. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite à acquérir un véhicule électrique. C'est possible dans quasiment tous les cas. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 3-4 ans en arrière quand l'autonomie des batteries était encore limitée. Aujourd'hui, avec les beaux véhicules qui sont disponibles sur le marché, puis je dis beaux véhicules parce qu'il y a beaucoup de très bons véhicules qui sont accessibles et disponibles. Avec les subventions aussi offertes présentement, la barrière à l'achat est beaucoup moindre que ce qu'elle était il y a plusieurs années. Puis c'est des véhicules qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent très, très bien, même avec nos hivers rudes au Québec. C'est des véhicules qui n'ont pas de limite au niveau de l'autonomie. C'est des véhicules qui deviennent des panneaux publicitaires, qui mettent de l'avant les efforts là, des pharmacies qui prennent un petit peu le mouvement. Je vous ai mis une couple de photos comme ça sur des lettrages qu'on peut travailler avec nos clients qui permettent de rendre très visibles là, les initiatives de conversion électrique. Si vous voyez la photo du milieu, c'est
deux véhicules qui sont à percer. Et Chandler, on voit le rocher percé en arrière. Donc, même dans le fond de la Gaspésie, on est capable de convertir des pharmacies à l'électrique avec leur système de livraison. Il n'y a aucune raison qu'en Montérégie, les entreprises qui voudraient prendre part au changement ne puissent pas le faire. On fait des achats fréquents de véhicules avec nos clients, donc on est capable d'avoir accès à certains véhicules, de connaître un petit peu les disponibilités au Québec, d'être capable d'avoir des concessionnaires partenaires qui accompagnent nos clients, puis vraiment aux petits oignons là, qui vont en prendre soin, puis qui vont s'assurer de la livraison du véhicule, même des fois déjà lettré, pour que l'entreprise ait le moins d'efforts à faire possible et que ça rende finalement très, très simple l'initiative de changement. On travaille aussi avec l'installation d'infrastructures de recharge, qu'elles soient publiques ou privées. En milieu de travail, ça peut être des bandes de recharge privées, ça peut aussi être des bandes de recharge doubles, comme on peut voir, des fois privées, publiques. Donc, les pharmacies peuvent avoir aussi un rôle très central à jouer au sein de leur communauté pour offrir là, des espaces de chargement aux personnes qui sont soit en transit, soit des clients, soit des résidents proches. Puis le contexte est propice et le contexte est très propice, d'autant plus avec le début de la pandémie. Alors, on sait que la COVID a amené toutes sortes de défis dans l'organisation du travail, mais vous voyez, moi, dans les entreprises que j'accompagne, la conversion à l'électrique a eu un immense boom depuis le début de la COVID pour plusieurs raisons, mais la première, c'est l'augmentation très importante du nombre de livraisons. Les petites entreprises ont dû s'adapter pour répondre à nos besoins, ont dû changer leurs pratiques d'affaires. Si on pense à des restaurants, il y a des restaurants qui ne livraient pas du tout. Les pharmacies avaient toujours un petit service de livraison de médicaments, mais étant donné que ce sont des services essentiels, ils ont essayé de maintenir le plus possible des réglementations pour protéger leur personnel, pour continuer d'assurer leur service essentiel de livraison de médicaments. Donc, encourager d'autant plus leur clientèle à opter vers de la livraison. Donc, le nombre de livraisons a augmenté en flèche dans les dernières années, ce qui fait que des entreprises qui n'avaient pas du tout de système de livraison ont dû s'équiper, acheter un véhicule, embaucher des livreurs. Puis, il y a des entreprises qui avaient déjà un véhicule, qui avaient déjà un livreur ou auto-électrique ou pas au départ, peu importe, mais qui ont vu augmenter leurs coûts en ressources humaines et matérielles de façon exorbitante. Puis c'est sûr qu'avec, par exemple, un véhicule à essence, ben, plus qu'on roule, plus qu'on met d'essence, plus que ça coûte cher, plus qu'il y a d'entretien. Donc ça, c'est des dépenses qui, des fois, ben, sont des surcoûts pour les entreprises, surtout que les livraisons sont très souvent offertes gratuitement. Puis il y a eu une influence aussi du service de livraison, même sur la relation. Je dis pharmacie-client ici, mais ça peut être restaurant-client, ça peut être toutes sortes d'organisations à ce moment-là. Il fallait répondre aux besoins et attendre des clients, puis il fallait le faire rapidement. On a vu énormément de beaux projets se mettre en place à ce moment-là, surtout au niveau de la première vague. Nous, on a accompagné des pharmacies qui, par exemple, ont vu augmenter de 300% la quantité de livraison qu'ils ont dû faire en l'espace de quelques semaines, là. Donc, ça a été des changements très serrés. Il a fallu se revirer de bord. Ils ont été super agiles. On a vu des concessions automobiles, par exemple, qui se voyaient fermées pendant la première vague, qui ont prêté les autos électriques aux pharmacies ou aux restaurateurs pour leur permettre de doubler, tripler leur flotte de véhicules, puis leur permettre de continuer d'assurer un service essentiel à ce moment-là. Donc, ça a été des super de beaux projets. On a vu des pharmacies aussi faire affaire, proposer la livraison, mettons, du petit fleuriste à côté ou du petit commerce à côté parce qu'eux n'étaient pas équipés du tout en service de livraison. Fait qu'ils ont dit, ben, regarde, nous, avec notre livreur, on va aller te dépanner puis on va aller te les porter, les 4-5 colis que tu vas faire dans ta journée. Donc, ça a été un contexte particulier qui a fait que nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la livraison électrique puis sur les accompagnements à ce moment-là. Puis aujourd'hui, ben, on partage des expériences, donc vous cherchez certainement à savoir un petit peu pourquoi vous faire la conversion à la livraison électrique. Certainement que si vous êtes au webinaire aujourd'hui, c'est que vous vous posez encore des questions, c'est que vous avez encore un petit peu des hésitations. Puis aujourd'hui, le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment capitaliser sur ces changements. En réponse à la pandémie, consolider vos acquis, accélérer vos changements
de comportements. Servez-vous de ça pour adopter des comportements qui sont plus éco-responsables. La livraison électrique, c'est très facile à mettre en place aujourd'hui. On a un écosystème au Québec qui est extrêmement riche, où on est capable d'avoir toutes sortes de véhicules. On a des entreprises qui travaillent fort en recherche et développement. On a des manufacturiers qui construisent, qui fabriquent des bornes au Québec qui sont hyper adaptées à nos hivers. On a des réseaux d'électriciens qui sont capables de faire des installations des fois même très techniques au niveau des infrastructures de recharge. Fait qu'il n'y a pas de limite présentement au Québec pour faire de la conversion électrique. Puis c'est forcément positif sur le long terme. C'est sûr que si on s'arrête toujours au coût d'achat, ça peut paraître un petit peu cher, mais sur le long terme, ça permet toujours de réduire les dépenses au niveau des transports. Ça permet de réduire vos coûts d'opération. Les frais d'installation d'une borne, c'est dispendieux au moment où on le met en place, mais si on regarde les dépenses au niveau de l'essence versus ce que ça va vous coûter la recharge électrique, vos frais d'installation d'une borne, là, en dedans de 2 ans, souvent, ils sont amortis. Ça va permettre de démontrer votre engagement éco-responsable puis de vous démarquer dans votre voisinage. Servez-vous de votre véhicule pour faire... pour démontrer aussi votre engagement puis ce que vous faites au niveau des changements, des petits virages, des petits changements éco-responsables. Ça permet de diminuer votre impact environnemental. Puis aujourd'hui, ben pour les entreprises, nous, ce qu'on calcule avec une pharmacie, c'est des économies qui peuvent aller de 10 à 20 000 $ sur le coût total de possession du véhicule. Donc, une pharmacie qui va garder son véhicule 10 ans, par exemple, c'est 10 à 20 000 $ d'économies qu'elle peut faire en faisant la conversion à l'électrique. Puis, ces conversions-là sont soutenues par toutes sortes de financements, comme je vous disais. On calcule à peu près 2 000 $ d'économie par 20 000 km. Donc, si vous voulez faire une petite rationnelle là, par rapport à l'utilisation de vos véhicules dans vos entreprises, vous êtes capable d'estimer un petit peu là, les économies de façon grossière, là, mais ça vous donne déjà un petit ordre d'idée. Aujourd'hui, on a des subventions de 13 000 $ à l'achat sur les véhicules électriques. Donc, il y a un 8 000 de subventions provinciales, un 5 000 de subventions fédérales, ce qui fait qu'on rend les véhicules électriques extrêmement accessibles aujourd'hui sur le marché. Il y a des difficultés un petit peu au niveau de l'approvisionnement de certains véhicules, mais de plus en plus, les manufacturiers travaillent très, très fort pour produire des véhicules électriques. Les concessions au Québec travaillent très, très fort pour les rendre disponibles dans des délais très raisonnables. Nous, on a été capable, là, avec des projets dans le cadre de la COVID, d'avoir des véhicules en dedans de quelques semaines. Là. Donc, il n'y a plus des mois et des mois d'attente, là, sauf peut-être certains véhicules qui sont un petit peu plus rares sur le marché ou qui ont un petit peu plus la cote, mais on est capable de trouver des véhicules qui vont répondre à vos besoins dans des délais raisonnables. Puis, il y a des subventions aussi au niveau de l'installation des bornes en milieu de travail. Par exemple, le programme Transporter vert offre des subventions de 50 % sur l'achat et l'installation de bornes de recharge. Donc, c'est très... ça rend aussi très accessible aussi l'installation d'infrastructures à ce moment-là. On a des véhicules qui sont de qualité. À la revente, par exemple, si vous êtes plutôt en mode de changer votre véhicule à toutes les 3-4 ans, les véhicules électriques ont une moins grande perte de valeur au fil des années. Donc, on a une immobilisation matérielle qui garde un petit peu plus de valeur, donc on les revend très facilement. Il y a une réduction de DGES, puis une amélioration aussi au niveau de tous vos coûts d'opération. Je ne l'ai pas noté ici, mais effectivement, ça a été mentionné dans la présentation juste avant. C'est des véhicules qui sont beaucoup moins dispendieux en termes d'entretien, de réparation. Donc, on économise vraiment à tous les niveaux. Le rôle de maillon vert, nous, c'est d'abord d'avoir cette connaissance-là au niveau du marché, au niveau des véhicules, au niveau des bornes disponibles, c'est de travailler aussi avec des partenaires. Donc, quand on travaille avec une entreprise sur la conversion à l'électrique, la première économie qu'on amène, c'est vraiment une économie de temps grâce à notre expertise. On a déjà évalué ça, puis on sait qu'on permet de sauver des fois jusqu'à 40 heures à un gestionnaire dans le choix des véhicules. Donc, nous, on a déjà des processus d'analyse très rigoureux là, qui nous permettent de rapidement évaluer si l'option de la conversion électrique, c'en est une pour vous, puis ça serait quel genre de véhicule, quel genre de borne, quel genre d'infrastructure. On est capable de coter les scénarios, puis de vous dire un petit peu là, combien ça va coûter d'avance. Ça va permettre d'éviter certaines erreurs aussi. Il y a des entreprises qui peuvent faire le choix de convertir, d'acheter un véhicule un petit peu par défaut, sans vraiment
prendre du recul sur, mettons, l'autonomie de la batterie. Est-ce que quand je choisis un véhicule à un moment donné, est-ce que l'autonomie de ma batterie, elle est-tu juste par rapport à mes besoins en termes de déplacement? J'ai-tu beaucoup de lousse? Donc, il faut un petit peu regarder ça pour éviter de faire des mauvais choix au niveau de l'acquisition, également au niveau de la borne, de son emplacement. Puis avec notre réseau de contacts et partenaires, on est capable d'obtenir aussi des équipements de qualité au meilleur prix possible pour les entreprises qui nous font confiance. Puis tout notre accompagnement aujourd'hui en tant que consultant, il y a 2 programmes qui existent. Il y a le Fonds Éco-Leader d'un côté, il y a Transition énergétique Québec qui permet, si vous êtes une entreprise, une organisation, une municipalité, de pouvoir travailler avec nous et que tous nos honoraires de consultation sont subventionnés à hauteur de 50% là, dans les accompagnements qu'on fait. Peu importe que vous travaillez avec nous ou pas dans le futur, l'idée, c'est de vous présenter aussi la démarche, puis qu'est-ce qu'on fait avec nos clients quand on l'accompagne. Puis, j'ai résumé un petit peu notre processus d'accompagnement en 5 étapes. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, puis si vous voulez faire un petit peu ces étapes-là par vous-même, 5 étapes. La première étape, c'est vraiment identifier les options pour l'entreprise. Donc, que ce soit les véhicules, les bornes, le financement, regardez, faites un petit peu votre benchmark, là, regardez qu'est-ce qui existe. Faites-vous des scénarios, ne regardez pas juste le coût d'achat du véhicule, prenez ce qu'on appelle le coût total de possession du véhicule. Donc, regardez votre véhicule, combien il vous coûte, mais regardez vos frais d'essence, vos frais d'assurance, vos frais d'entretien, de réparation. Prenez tous ces éléments-là pour les comparer. C'est là que vous allez vous rendre compte que souvent, un véhicule électrique, sur le moyen terme, sur le long terme, ça peut être une solution qui va être beaucoup plus économique pour vous. Dans une deuxième étape, ça va être de sélectionner le bon véhicule par rapport à votre projet. Il existe toutes sortes de véhicules. J'ai focusé sur 2 là, sur la rencontre, des petits véhicules comme un Niro, comme une Chevrolet Bolt, comme une Nissan Leaf, aussi des camions légers, des fourgonnettes. Souvent, c'est ce genre de véhicules-là qu'utilisent les entreprises. Les petits véhicules, aujourd'hui, n'hésitez pas à faire plusieurs offres d'achat avec plusieurs partenaires, plusieurs concessions. Les délais d'attente peuvent varier d'une concession à l'autre. Les prix peuvent légèrement varier d'une concession à l'autre. Donc, n'hésitez pas à faire un petit peu votre sélection. D'un véhicule à l'autre, des fois, pour des autonomies équivalentes, on est capable d'avoir des véhicules qui peuvent être 2-3 000 de moins. Les concessions sont très ouvertes aussi à faire des essais de véhicules. N'hésitez pas à les essayer. Souvent, les essayer, c'est les adopter. Là. Il y a avec... le programme d'Équiterre, il y a des campagnes qui se font. Je sais qu'avec la COVID, ça se fait moins, mais il y avait des campagnes qui étaient organisées par les municipalités pour permettre d'essayer les véhicules électriques. Quand Varennes organisera un événement d'essai, allez là-bas les essayer. Si vous n'êtes encore pas convaincu, je suis sûre que vous allez les adorer. Sinon, pour des camionnettes, des camions légers, des fourgonnettes, Ecoturn, qui a été mentionné pour la conversion des F-150 tantôt, fait aussi de la conversion comme ça de petits camions. Donc, il y a des projets qui existent aujourd'hui. On achète des camions, pas neufs, là, mais usagés. On fait le changement de moteur. Il y a un projet qui s'appelle Transition Wow, qui a été qui est supporté par le Jour de la Terre et Ecoturn, où ils ont fait la conversion comme ça de quelques véhicules. Puis ils peuvent vous aider là, à évaluer la conversion, qu'est-ce que ça coûterait pour vous. Eux autres, ils ont 1 ou 2 véhicules de remplacement si jamais le vote, il y a un enjeu de réparation quelconque, qui peuvent vous en prêter un autre. Donc, c'est des projets où les risques sont extrêmement mitigués, puis les coûts sont quand même acceptables à ce moment-là. Donc, c'est un projet que nous, on aiguille beaucoup aussi de clients qui s'en vont vers ce genre de projet, à aller explorer. C'est très prometteur ce qui se passe. Ensuite, une fois qu'on a fait l'acquisition de son véhicule, on va penser à faire l'achat puis l'installation de bornes de recharge. Il existe plusieurs types de bornes au Québec. Il y a des entreprises québécoises, là, comme on voit sur la photo en haut, par exemple, c'est Heavy Duty, c'est une entreprise québécoise qui produit des bornes de recharge depuis plusieurs années. On a Flow aussi comme entreprise québécoise qui produit des bornes de recharge. Il en existe d'autres.
C'est pas pour faire la promotion de certains plus que d'autres, mais n'hésitez pas à encourager local aussi pour l'installation de vos bornes. On a un écosystème au Québec qui est incroyable. Puis vos stations de recharge peuvent être aussi utilisées comme des lieux un petit peu publicitaires. On voit ici à droite là, des bornes publiques qui sont quand même assez imposantes, mais sur lesquelles on va être capable d'apposer une certaine publicité. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en pharmacie. On peut même apposer de la publicité jusque sur vos panneaux de livraison à ce moment-là, donc vraiment faire rayonner votre initiative. Puis ensuite, travailler sur le calcul des sauvegardes. Donc, mesurer qu'est-ce que vous avez sauvé avec votre véhicule électrique. Puis, n'hésitez pas en dernière étape à communiquer vos changements. Ça peut être sur le véhicule, ça peut être des affiches, par exemple. Nous, on travaille beaucoup avec de l'affichage pour sensibiliser, pour encourager aussi le changement d'habitude, pour montrer qu'on met en place des choses, mais pour encourager d'autres comportements à suivre les nôtres. Une livraison électrique, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur les médias sociaux. On a vu déjà des personnes changer de pharmacie pour une pharmacie qui offrait des services de livraison électrique. On a des pharmacies aussi qui, en changeant leur véhicule électrique puis en installant leur borne, me rappellent 3-4 ans plus tard pour me dire « Bon, là, c'est rendu qu'on est 3 employés à avoir une auto électrique parce qu'on a adoré notre expérience avec celle de la pharmacie. On peut-tu installer une deuxième borne parce que là, on manque un petit peu d'espace dans le stationnement. » Donc, vous allez voir, ça va faire effet boule de neige, je suis certaine. Puis au final, l'implication pour vous, pour l'entreprise, que vous travaillez avec des consultants qui vont vous aider dans le choix puis l'implantation de votre projet, ou que vous travaillez par vous-même avec vos experts à l'interne, c'est de prévoir un petit peu toute cette collecte d'informations, de bien évaluer vos besoins, achat, acquisition du véhicule, de la borne, du lettrage. Prévoyez aussi un peu de temps pour tout ce qui est gestion administrative, compléter les demandes de subventions et surtout, publiciser vos initiatives, parlez-en parce que c'est en faisant sa part puis en parlant de qu'est-ce qu'on fait qu'on est capable d'encourager d'autres à faire leur chemin. Puis j'espère que vous prendrez le virage électrique aussi cette année, que ça fera partie de vos bonnes résolutions. Fait que ça faisait le tour un petit peu pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis allée vite dans certains concepts, mais Judith, je vais te redonner la parole. Puis s'il y a des questions ou des choses qui mériteraient d'être précisées par la suite, là, on prendra encore quelques minutes. Oui, merci beaucoup, Margot. C'était encore super complet puis très imagé. C'était super intéressant. On a quelques questions, justement. Je vais commencer à retrouver... OK, parfait. Donc, on a une question de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a une flotte déjà de plus ou moins 450 véhicules sur une superficie énorme. Donc, on parle de 225 000 km². Êtes-vous en mesure de guider un consultant pour mettre sur plan une stratégie complète pour transformer à court ou à moyen et à long terme la flotte? Donc, peut-être juste rapidement, puis j'inviterai après, désolée, je vais regarder, Monsieur Lesnick à peut-être vous consulter là, pour plus de détails ou plus en gros, mais comment accompagner des grosses flottes de véhicules à faire la transformation si vous l'avez déjà fait? Tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui est dans nos cordes. Ça prend de morceler un petit peu ce projet-là. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte là, dès qu'on va parler de flotte de véhicules. Ça va être de regarder c'est quoi les échéances en termes de... C'est lesquels les véhicules qui vont être à remplacer cette année, l'année prochaine, dans les 2-3 prochaines années. Ça va être de prévoir un petit peu le plan de renouvellement. Ça va être de regarder aussi par métier ou par secteur, c'est quoi les modes de déplacement, c'est quoi la typologie des déplacements pour
pour chacun des secteurs. Des fois, on a même des stratégies qui vont être de réaffectation, c'est-à-dire que si on prévoit l'acquisition de 10 nouveaux véhicules cette année électriques, ben, on va peut-être les utiliser dans des services ou dans des secteurs où ça va être super facile et puis très facile de les implanter. Pourquoi? Parce qu'au début, on veut une adhésion, puis on veut que ça fonctionne, notre projet pilote. Donc, on peut prévoir aussi des stratégies de réaffectation comme ça à l'interne pour finalement placer les véhicules électriques aux bonnes places. Après, on peut prendre toutes sortes d'angles au niveau de notre stratégie de conversion. Puis ça, c'est vraiment au niveau des discussions avec les entreprises qu'on accompagne qu'on va définir c'est quoi la meilleure stratégie dans leur cas. Il y a certaines entreprises où la stratégie, ça va être de mettre des véhicules électriques là où les véhicules coûtent le plus cher pour aller faire le plus d'économies possible rapidement pour être capable d'en convertir le plus d'autres dans les prochaines années. Il y en a où c'est mitiguer les risques, il y en a c'est maximiser la visibilité. Des fois, ça peut être même plusieurs de ces facteurs-là. Donc, ça prend de s'asseoir puis de comprendre un petit peu le contexte, mais on est très habilité à ça, certainement. Puis je vois qu'il y avait une question qui en découlait, qui est toujours en analysant les impacts au niveau de la capacité organisationnelle. Puis ça, je pense que ça répond un peu là, aussi avec les plans de comment l'accompagnement peut aider l'organisation à peut-être passer moins de temps là-dessus. Mais je pense que ça peut dépendre, comme Margot disait, ça peut dépendre aussi c'est quoi les, les priorités. Puis si c'est au niveau organisationnel, ben, je pense qu'on peut s'adapter aussi dans comment le changement peut se faire à court, moyen terme. Je vous inviterai, puis il y a une autre question, c'est comment qu'on peut vous joindre, mais je mettrai après avec plaisir là, les informations de nos deux intervenants. Sachez aussi que la Ville de Varennes se porte aussi très volontaire à recevoir vos questions. Donc, on va mettre les courriels. Puis, si ce n'est pas là, mais ça sera avec notre information qu'on va partager là, dans le PowerPoint ou dans la présentation qui est enregistrée. Donc, la prochaine question aussi, c'est est-ce que vous faites en fait l'accompagnement pour un virage vers des moteurs à gaz naturel, dans le sens que le gaz naturel, ça c'est surtout pour des moteurs, des véhicules lourds? On ne l'a jamais fait. Encore. Est-ce que c'est quelque chose qu'on serait intéressé à explorer? Certainement. Est-ce que c'est nous qui avons la meilleure expertise aujourd'hui? Je suis certaine qu'il y a aussi d'autres entreprises de consultation qui ont déjà acquis beaucoup d'expérience et d'expertise pour tout ce qui est gaz naturel au niveau de la conversion, mais c'est des projets dans lesquels on est habilité en tout cas à réfléchir puis à travailler. Pour ma part, j'ai un background en ingénierie, donc c'est des sujets qui me passionnent, là, puis pour lesquels je peux passer effectivement beaucoup de temps personnel juste pour comprendre, savoir où est-ce que c'est rendu, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que je trouve que c'est tous des beaux projets qui se méritent, là. Parfait. Mais je vois qu'on n'a plus de questions pour l'instant. Peut-être qu'il y a beaucoup de questions qui vont être acheminées par la suite. Donc, moi, j'aimerais juste faire une petite conclusion. En fait, les grands points qu'on a parlé, c'est pour réduire les gaz à effet de serre au Québec. On en a parlé à cause de notre électricité renouvelable. C'est très pertinent d'avoir des véhicules électriques. Puis, comme nos deux intervenants en ont parlé, on a un écosystème, pour reprendre les mots qui est là. On va parler de l'Institut des véhicules innovants. Donc, on va parler aussi même des centres de recherche sur les batteries. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais maintenant, plusieurs médias l'ont repris qu'au Québec, on a été capable de recycler à 95% les matériaux des batteries. Donc, ça aussi, c'est pas rien, ça va réduire l'impact environnemental et aussi beaucoup là, ce petit sentiment de faire « c'est-tu plus environnemental? » Mais c'est un milieu qui est en grand développement. Je pense qu'un autre des messages, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Donc, même, je pense, pour les travaux publics, comme on parlait, où la culture de l'auto qu'il faut avoir un moteur puissant, mais l'électrique, ça l'accélère. C'est quand même puissant. On n'a pas le bruit de rincer le moteur, mais ça a quand même aussi une grande puissance de charge. Ils ne sont pas toujours adaptés maintenant, mais ça s'en vient. Une autre chose qu'on parle, c'est vraiment le coût d'acquisition versus le coût à long terme. Donc, je pense que c'est comme quand on va
je pense que dans la vie personnelle, des fois, on est peut-être plus à point à faire ces choix-là avec nos économies. Donc, acheter une maison, peut-être, on va penser à long terme, mais une voiture électrique, c'est un peu la même chose. Donc, l'acquisition peut être plus longue, mais si on pense à long terme, on va vraiment pouvoir rentrer dans nos coûts et dans notre impact environnemental. Je pense que ça aussi, on le dit, c'est la voiture électrique, elle a un grand impact environnemental quand on l'achète, mais plus qu'elle est utilisée, plus elle va être rentable au niveau de son empreinte environnementale à comparer d'un véhicule à essence. Donc, c'est pour ça aussi super belle initiative là, de la ville de Varennes de mettre des véhicules qui ne sont pas beaucoup utilisés, mais d'augmenter le kilométrage en les passant. Je vous inviterai aussi, si vous avez d'autres questions, parce qu'on a vu que c'était quelque chose qui est quand même un changement à réfléchir, à essayer, à planifier dans le temps si on veut que ça soit quand même bien fait. Il y a d'autres événements puis d'autres ressources. Donc, je vous inviterai la semaine prochaine, il y a le Forum de l'action climatique du Regroupement national des CRE, donc des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Le 26, c'est encore gratuit, c'est tout le matin, puis c'est vraiment une matinée qui est dédiée à l'électrification des transports. Donc, il va y avoir d'autres sortes d'intervenants qui vont en parler. Je vous invite à aller voir leur site Internet. Ça aussi, je pourrais le mettre sur notre page plus tôt aujourd'hui. Il y a aussi le 26 qui est très électrification. Impulsion Montréal, qui est le Forum international de la gestion des parcs de véhicules, qui va parler, qui a plusieurs intervenants canadiens et américains qui sont là pour parler de la flotte et de l'électrification de la flotte. C'est quelque chose, c'est une formation qui est payante, par exemple, de 40 à 50 $. Vous pouvez aller voir sur Propulsion Montréal ou Impulsion Montréal, vous allez le trouver. Puis, il y a plein de ressources en ligne. Donc, vous pouvez aller sur EcoLeader Montérégie qui va, qui va parler du financement qui est possible ou d'autres accompagnements comme Maillon Vert fait. De l'accompagnement possible. Puis, si vous avez aussi des questions, des choses que vous aurez aimé mieux entendre, que vous aurez aimé entendre aujourd'hui puis qu'on n'a pas couvert, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on regarde pour des possibilités avec d'autres partenaires, avec d'autres financements, de pouvoir amener cette information à vous. Peut-être qu'on va pouvoir vous connecter à d'autres gens pour répondre à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais prendre... Je crois qu'on a déjà dépassé. Merci d'être resté avec nous. Oui, merci, monsieur Danseau. IREC. J'ai inversé le R et le I tantôt. C'est parfait. Donc, l'IREC qui est à Varennes, qui fait beaucoup de... qui est en fait issu de Hydro-Québec, qui fait beaucoup de recherches en électrification. Sur ce, notre présentation va être disponible. Donc, n'hésitez pas à la reconsulter. Vous pouvez aussi écrire à Roulon électrique. Vous pouvez m'écrire aussi. Vous avez reçu mon courriel. Puis, je vais essayer de mettre à la fin de ce vidéo, de ce webinaire, l'information de contact de nos deux. Est-ce que j'ai pas vu, mais est-ce que vous l'aviez mis dans vos présentations quand vous êtes présenté au début? Oui, c'est ça. Donc, les deux informations, je pense qu'ils sont au début là, de chacune de leurs présentations. Vous allez avoir leur courriel. Vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème. Puis sur ça, je vous souhaite un bon matin. Puis merci beaucoup à nos panélistes. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous puis de partager tout ça, votre expérience. Au plaisir. Merci.